Bonjour, je m'appelle David Okafor, j'ai 36 ans. J'habite à Cleveland, dans l'Ohio, dans un minuscule appartement au 3e étage d'un vieil immeuble où les escaliers grincent sans arrêt et où le couloir empeste la fumée de cigarettes mêlée au café brûlé. Je suis un Américain d'origine nigériane, fils aîné d'une famille d'immigrants originaires de Lagos, au Nigeria, arrivé aux États-Unis au début des années 1980. Mes parents rêvaient d'une vie meilleure. Mais la vie ici, du moins pour moi, n'a jamais été un rêve. C'est plutôt une bataille, un combat silencieux et acharné que je mène depuis 20 ans. Non pas pour moi, mais pour ceux que j'aime. Mais maintenant, alors que je m'assois pour écrire cette histoire, je me demande si tous ces sacrifices en valaient la peine. Je ne suis pas du genre à parler de moi. Honnêtement, si vous me rencontriez en personne, vous me prendriez probablement pour un type ennuyeux et réservé, toujours pressé, portant une veste usée et des chaussures éraflées. Mais si vous preniez le temps de m'écouter, je vous parlerai d'une vie sans glamour ni moment glorieux. Que de longues journées interminables, la sueur ruisselant sur le sol froid de l'entrepôt et des nuits épuisantes à livrer de la nourriture dans les rues sombres. Voilà ma vie. Et c'est ainsi qu'elle a commencé. Je suis né à Akron, dans l'Ohio, à environ 1 heure de route de Cleveland. Mes parents, M et Madame Okafor, ont quitté le Nigeria lorsque mon père a été parrainé par un parent éloigné pour travailler comme ouvrier du bâtiment aux États-Unis. Ma mère, couturière qualifiée dans son pays, espérait ouvrir une petite boutique de couture ici. Mais la réalité était bien plus dure. Mon père travaillait 14 heures par jour, le dos voûté à force de transporter du ciment, tandis que ma mère acceptait des petits boulots de couture pour des voisins à des prix dérisoires. Il ne se plaignait jamais, du moins pas devant moi. Mais je savais que je voyais les larmes silencieuses de ma mère cousant sous une faible lumière jaune, ou le regard lointain de mon père par la fenêtre, comme s'il cherchait un morceau de chez lui. En tant qu'aîné dans la culture nigériane, je n'étais pas seulement un fils. C'était une responsabilité. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris que je devais être le pilier de la famille, le guide de mes cadets, le protecteur de l'honneur de mes parents. Tu es le fils aîné, disait mon père d'une voix grave et sévère. Tu dois être fort. Tu ne peux pas montrer de faiblesse. J'ai hoché la tête, sans toutefois saisir pleinement la portée de ces paroles. Mais j'ai essayé. J'ai toujours essayé. Nous vivions dans une petite maison à Akron, dans un quartier que l'on appelait le quartier des immigrés. On y trouvait des familles africaines, mexicaines et est-européennes entassées dans des maisons aux murs écaillés et aux jardins envahis par les mauvaises herbes. La vie n'était pas facile. Je me souviens encore de l'époque où ma mère préparait une soupe à l'oie pour une semaine entière, ou où mon père rapportait une paire de chaussures usées du chantier en me disant « Porte celle-là pour l'instant. Elles sont encore en bon état. » Je n'en voulais pas à mes parents. Je savais qu'ils faisaient tout leur possible pour être à la hauteur de leurs attentes. J'étais une bonne élève. Je n'étais pas une génie, mais obtenir un diplôme à la fin de chaque semestre était pour moi une priorité absolue. Chaque soir, j'étudiais sous une vieille lampe de bureau pendant que Jason, mon petit frère, courait jouer au basket avec ses amis. Jason, de 4 ans mon cadet, était mon contraire. J'étais comme un arbre poussant sur un sol aride, s'accrochant à des racines profondes pour survivre. Jason était un brin d'herbe sauvage, à la croissance rapide, dynamique, mais facilement emporté par le vent. Il était intelligent mais paresseux, charmant mais impulsif. Et aux yeux de mes parents, Jason a toujours été le grand espoir. Jason a de grandes ambitions, disait ma mère, la voix pleine de fierté, même lorsqu'il a abandonné le lycée pour poursuivre ses rêves dans les crypto-monnaies. Il n'est pas comme toi, David. Tu vis si tranquillement, tu travailles et tu rentres à la maison. Jason va réussir. Ces mots, je les ai souvent entendus, même après une trentaine d'années. Je n'ai jamais rétorqué. Jamais. Mais chaque fois que je les entendais, j'avais l'impression qu'on me serrait le cœur. Honnêtement, je n'étais pas jaloux de Jason. Je voulais juste que mes parents me voient une fois et reconnaissent ce que j'avais fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Ou peut-être qu'ils ne le voulaient pas. J'ai commencé à travailler à 16 ans, comme plongeuse dans un petit restaurant après l'école. Chaque centime que je gagnais allait à ma mère pour payer l'électricité, l'eau ou les médicaments de mon père pour les maux de dos chroniques qu'il avait développés après des années de travail épuisant. Après le lycée, j'ai été accepté dans une université de l'Ohio avec une bourse partielle, mais je n'y suis pas allé. La famille a besoin de toi, disait mon père. Alors je suis resté. J'ai pris un emploi de magasinier dans une entreprise de distribution alimentaire,
où j'organisais les stocks et transportais des cartons pendant la journée. Le travail ce n'était pas facile, mais c'était stable. Chaque mois, je donnais la quasi-totalité de mon salaire à mes parents, gardant juste assez pour l'essence et la nourriture. À 25 ans, j'ai pris un deuxième emploi le soir, livrant pour une application de restauration. Je conduisais une vieille Honda Civic et sillonnais Cleveland de 18h à minuit, parfois jusqu'à 2h du matin. Certaines nuits, je roulais sous une pluie battante, l'eau s'infiltrant par une vitre cassée, trempant ma chemise. D'autres nuits, dans un froid glacial, je restais grelottant devant les portes des clients, les mains tremblantes. Mais je ne m'arrêtais pas. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mes parents avaient besoin de moi. Jason avait besoin de moi. Et moi, je ne savais plus ce dont j'avais besoin. La maison d'Akran où mes parents et Jason vivaient était maintenue à flot grâce à moi. Je payais les impôts fonciers, réparais le toit qui fuyait, remplaçais les tuyaux rouillés. Je payais l'électricité, l'eau, Internet et l'assurance maladie. J'ai même financé l'entretien de la Ford Taurus de 1998 que mon père chérissait plus que tout. Moi. Chaque mois, je vérifiais chaque facture pour m'assurer qu'aucun paiement n'était coupé. Chaque fois que mes parents appelaient, je me précipitais pour savoir s'il fallait changer une ampoule ou acheter des médicaments. Mais pas une seule fois, je n'ai entendu un merci. C'est ta responsabilité, disait mon père dès qu'il y avait de l'argent. Tu es le fils aîné. Tu prends soin de la famille. Mais je suis fatigué, papa, ai-je voulu dire un jour, mais les mots me sont restés en travers de la gorge. Je ne voulais pas que mes parents me prennent pour un ingrat ou un déloyal. Je ne voulais pas les décevoir, alors je suis resté silencieux, comme toujours. Ma vie était un cycle. Se lever à 5 heures du matin, travailler à l'entrepôt jusqu'à 16 heures, rentrer à la maison, prendre une douche, manger un morceau de pain sur le pouce, puis faire des livraisons jusqu'à tard. Je n'avais pas de petit ami, je n'allais pas dans les bars, je ne sortais pas avec mes amis. Dans mes rares moments de liberté, je lisais des livres d'occasion dans des friperies ou regardais du basket à la télévision. Je n'osais pas voir les choses en grand. Je voulais juste mes parents voulaient être en bonne santé, Jason voulait être stable, et peut-être un jour avoir ma propre vie. Mais la vie n'est jamais aussi simple. Jason, mon frère, était une tempête qui ne s'arrêtait jamais. Il a abandonné l'école, passant d'un emploi à l'autre, serveur, vendeur en ligne, investisseur en crypto-monnaie. Un jour, il a accumulé des dettes de jeu et je les ai remboursées. $5000, presque toutes mes économies. Je te jure, mon pote, c'est la dernière fois, a-t-il dit, les yeux brillants comme ceux d'un enfant. Je le croyais parce que j'en avais envie. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne changerait pas. Mes parents ont toujours défendu Jason. Il est encore jeune. Ma mère disait qu'il avait besoin de temps pour trouver sa voie. Pendant ce temps, moi, celui qui ne laissait jamais la famille sans ressources, j'étais perçu comme quelqu'un de rigide, menant une vie monotone. Un jour, ma mère m'a regardé intérieurement, « David, tu devrais vivre un peu pour toi. Regarde Jason. Il sait profiter de la vie. » Profiter de la vie? J'aurais voulu crier que je n'avais pas le temps de profiter. Que j'avais passé ma vie entière à empêcher cette famille de s'effondrer. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement hoché la tête, comme toujours. La vie a continué ainsi jusqu'à Thanksgiving. J'ignorais que ce dîner allait tout changer, qu'il allait déchirer le rideau que j'avais construit pour cacher ma douleur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le sacrifice n'est pas toujours récompensé. Et parfois, on ne vous voit que lorsqu'on cesse de donner. Ce jour-là, c'était fin novembre. L'air de Cleveland était glacial, mon souffle se transformait en brume à chaque fois que je sortais de mon appartement. J'ai roulé jusqu'à Akran, ma vieille Honda Civic gémissant à chaque changement de vitesse, comme si elle était aussi épuisée que moi. Dans le coffre se trouvait un petit sac de cadeaux que j'avais préparé pour la famille. Une bouteille de vin bon marché, des biscuits que ma mère aimait bien, et une écharpe que j'avais achetée pour mon père, en espérant qu'il la porterait cet hiver. Les cadeaux n'étaient pas énormes, mais j'avais économisé pendant un mois pour me les offrir. Je ne m'attendais pas à ce que mes parents le fassent. J'espérais juste qu'ils verraient que j'avais essayé. En chemin, j'ai pensé à Thanksgiving. Pour ma famille, ce n'était pas seulement un jour pour manger. C'était un événement majeur, une occasion pour la communauté nigériane d'Akran de se rassembler, de mettre en avant ses réussites et de renforcer son statut aux yeux des autres. Chaque année,
notre maison était pleine de membres de la famille et d'amis de mes parents, de tantes, d'oncles, de personnes âgées qui aimaient se remémorer le passé de Logo, et d'enfants qui couraient partout en renversant de la sauce sur le tapis. Je n'appréciais pas ces rassemblements. Je me sentais toujours dépaysé, comme une silhouette invisible dans une foule bruyante. Mais j'y suis quand même allé, car c'était la responsabilité du fils aîné. En entrant dans le quartier familier, quelque chose clochait, sans que je puisse mettre le doigt dessus. Je me suis garé sur le trottoir, j'ai coupé le moteur et je suis sorti. Des rires et des bavardages ont jailli de la maison, mêlés au riche arôme de dinde rôtie et de soupe à l'oie. J'ai attrapé le sac de cadeaux et pris une grande inspiration. J'ai repris mon souffle et j'ai ouvert la porte. « David, tu es là » a crié ma mère depuis la cuisine, mais elle ne s'est pas précipitée pour me serrer dans ses bras comme avant. Elle était occupée à préparer les assiettes, les cheveux attachés, son tablier taché de graisse. J'ai souri, posé le sac cadeau sur la table et demandé, « Besoin d'aide, maman ?»« Non, non, assieds-toi. » Elle m'a fait signe de partir, la voix un peu précipitée. Il y a foule aujourd'hui. Tout le monde attend Jason. Il arrive bientôt. Jason. J'étais surprise. Jason était rarement à l'heure, surtout dans des occasions comme celle-ci. Il avait généralement une excuse, le travail, les embouteillages, ou il avait simplement oublié. Il a vraiment dit qu'il venait. Ma mère m'a regardé, les yeux pétillants d'une lueur inhabituelle. Oui, a dit Jason. Il a une grosse surprise. Tu verras. Ton frère est différent maintenant. J'ai hoché la tête, mais un pincement de malaise m'a envahi. Jason et les surprises ne faisaient jamais bon ménage. Je m'assis sur le canapé à côté de tante Mara, qui s'extasiait sur son petit-fils nouveau-né. J'écoutais, mais mon esprit divaguait. Je repensais aux factures que j'avais payées la semaine dernière. Électricité, eau, médicaments de mon père. Je repensais à mon service de la veille, où j'étais allé livrer des repas en banlieue à 1h du matin pour gagner 8 $ supplémentaires. Je repensais aux nouvelles chaussures que j'avais prévu d'acheter, mais que je n'avais pas achetées, car réparer la plomberie chez mes parents était plus important. Un klaxon retentit dehors, me tirant de mes pensées. La maison explosa. « Jason est là !» cria quelqu'un. Ma mère courut à la porte et mon père descendit, appuyé sur sa canne, les yeux brillants d'excitation. Je me levai, curieuse, et suivis tout le monde dehors. Jason sortit d'un Range Rover, vêtu d'un élégant costume noir, une montre flashy scintillant au poignet. Il affichait un sourire radieux, ses cheveux bouclés soigneusement coiffés. Derrière lui se tenait une inconnue, blonde en robe rouge, comme sortie d'un magazine de mode. Je clignai des yeux, essayant de comprendre ce qui se passait. Jason, le frère qui m'avait emprunté 5 000 $ pour rembourser des dettes de jeu, se tenait maintenant devant une voiture valant des centaines de milliers de dollars, l'air d'un millionnaire. « Salut la famille. » Jason leva la main d'une voix tonitruante. « Ton fils est de retour. » Ma mère se précipita pour le serrer dans ses bras, les larmes aux yeux. « Oh, mon fils, tu me rends si fier. » Mon père s'avança et tapota l'épaule de Jason, un sourire jusqu'aux oreilles. Je restai figé à la porte, me sentant comme une étrangère. « Entrez, tout le monde » appela Jason, guidant la foule tel un roi rentrant à sa cour. Je suivis discrètement, le sac cadeau toujours oublié sur la table. Au dîner, Jason était au centre de l'attention. Il se vantait de son gros contrat, un investissement en crypto-monnaie qu'il avait eu de la chance. En seulement un mois, j'ai gagné un demi-million de dollars, se vanta-t-il en levant son verre. La table explosa d'applaudissements et de cris de joie. Je restai assis en silence, les yeux fixés sur la dinde froide dans mon assiette. Un demi-million de dollars, plus que ce que j'avais gagné en 20 ans de travail, même avec 2 emplois par jour. Alors, j'ai décidé d'acheter ce Range Rover, poursuivit Jason, la voix pleine d'enthousiasme. Pas pour moi, pour maman et papa. C'est mon cadeau de gratitude. La salle explosa de nouveau. Ma mère sanglota, serrant Jason fort dans ses bras. Mon père se leva, la voix tremblante. Jason, tu es la fierté de cette famille. C'est comme ça qu'un de mes fils devrait être. Pas comme ceux qui triment pour un salaire sans ambition. Il se tourna vers moi, le regard acéré comme un couteau. David, tu devrais prendre exemple sur ton frère, qui travaille 18 heures par jour et ne peut même pas nous acheter quelque chose de valable.
Le silence retomba sur la table. Je sentais chaque regard posé sur moi comme des aiguilles transperçant ma peau. Ma poitrine se serra. J'avais envie de hurler pour leur raconter les factures que j'avais payées. Les nuits où je restais debout à livrer à manger. L'argent que j'avais économisé pour réparer leur maison, acheter leurs médicaments, empêcher cette famille de s'effondrer. Mais je ne dis rien. J'inclinai la tête, serrai les dents et réprimai les larmes qui menaçaient de couler. David, dit quelque chose. Tamara parla doucement, mais je savais qu'elle essayait juste d'apaiser la tension. Je levai les yeux, forçant un faible sourire. Félicitations, Jason, dis-je d'une voix douce. Tu as été formidable. Jason rit bruyamment en me tapotant l'épaule comme si j'étais un enfant. Merci, grand frère. Vas-y doucement. Je vais t'apprendre à devenir riche. La table éclata de rire comme si ces paroles n'étaient qu'une plaisanterie anodine, mais pour moi, c'était un coup de poignard. Le dîner continua, mais je n'entendais plus rien. Les rires, le tintement des verres à vin, ma mère vantant la réussite de son plus jeune fils. Tout se brouilla dans un bourdonnement lointain, comme si j'étais sous l'eau. Je mangeais machinalement, mâchant et avalant sans goûter. Dans ma tête, les souvenirs affluaient. Rester debout jusqu'à 3 heures du matin pour vérifier les factures, renoncer à acheter des vêtements neufs pour économiser pour la famille, rester sous la pluie, attendre les clients juste pour gagner quelques dollars supplémentaires. 20 ans de sacrifice, 20 ans de silence, et voilà ma récompense. Une pique de mon propre père devant toute la communauté. Après le dîner, tout le monde sortit admirer le Range Rover. Jason tendit les clés à mon père, qui se glissa au volant, souriant comme un enfant. Ma mère se tenait à côté de lui, essuyant ses larmes. Jason, tu nous as rendus si fiers, dit-elle. Je restais à distance, les mains dans les poches, observant la scène, le cœur lourd. Je n'étais pas jalouse de Jason. J'étais blessé. Blessé que personne ne m'ait vu. Que personne ne se souvienne que sans moi, cette maison aurait été saisie depuis longtemps. Mes parents n'auraient pas eu de médicaments. Et Jason n'aurait pas eu la chance de devenir riche. David, viens voir la voiture, appela Jason. Mais je secouai la tête. Je suis fatigué, dis-je à voix basse. Je m'en vais. Ma mère fronça les sourcils. Tu pars si tôt? Tu ne restes pas pour la nuit? Non, j'ai un service du matin. J'ai menti. Je ne pouvais pas rester une minute de plus. Je suis rentré, j'ai pris le sac cadeau. Personne ne l'avait touché et je suis allé à ma voiture. Personne ne m'a salué. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Ils étaient trop occupés à flatter Jason. Comme toujours, je suis parti d'Akron, les phares du Range Rover encore allumés dans mon rétroviseur, un rappel. Que je serais toujours invisible. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et me suis effondré sur le vieux canapé. Je n'ai pas allumé la lumière, laissant seulement la faible lueur de la fenêtre se répandre sur le sol froid. J'ai repensé aux paroles de mon père, au regard de ma mère, au sourire triomphant de Jason. J'ai repensé à ma vie, une succession interminable de jours sans un seul merci, sans un seul regard de reconnaissance. Et puis, dans cette obscurité, une pensée a surgi, petite mais féroce, comme une flamme jaillissant de cendres incandescentes. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Il ne restait que quelques centaines d'euros sur mon compte, mais il était toujours lié à tous les prélèvements automatiques de la famille, électricité, eau, internet, assurance, propriété, impôts. J'ai scruté chaque entrée, chaque numéro pour lequel j'avais payé ces 20 dernières années. Chaque chiffre était une goutte de sueur, une nuit de sommeil volé, un rêve enfoui. J'ai cliqué sur « Annuler le paiement » un par un. Mes mains tremblaient, mon cœur battait fort, mais je ne me suis pas arrêté. Quand j'ai eu fini, j'ai ouvert mes messages et j'ai écrit un petit mot à ma mère. J'ai fait ma part. Désormais, je vis pour moi. J'ai appuyé sur « Envoyer », puis j'ai éteint mon téléphone. 30 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Ma mère appelait. Je n'ai pas répondu. Puis mon père a appelé. Je n'ai toujours pas décroché. Je suis resté assis dans le noir, avec l'impression de m'être soulagé d'un poids énorme. Mais en même temps, j'ai ressenti une douleur aiguë, comme si je venais de détruire quelque chose de sacré de mes propres mains. Je ne savais pas si je faisais bien ou mal. Je savais seulement que je ne pouvais plus continuer comme ça. Le lendemain matin,
je me suis réveillé avec une sensation inhabituelle. Mon téléphone était inondé d'appels manqués et de messages de ma mère. Je les ai parcourus. Elle m'a accusé d'ingratitude, m'a traité d'égoïste, a dit que je trahissais la famille. Un message de mon père était « Kurt. Je n'ai pas besoin de ton argent. Jason est le fils dont je suis fier. » Je l'ai lu, j'ai esquissé un sourire amer et j'ai tout effacé. Je n'ai pas répondu. Je ne voulais pas discuter. Je voulais juste que ça s'arrête. Debout devant le miroir, je regardais cet homme de 36 ans aux cheveux grisonnants et au regard fatigué. Je me suis demandé, David, qu'as-tu fait de mal? Pourquoi as-tu dû vivre comme un esclave en échange de leur indifférence? Je n'avais pas de réponse, mais je savais qu'à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne utiliser ma piété filiale comme prétexte pour me piétiner. 3 mois se sont écoulés depuis Thanksgiving, et pour la première fois en 20 ans, ma vie a commencé à s'éclaircir. Je ne me réveille plus avec le poids écrasant du monde sur la poitrine. Je ne consulte plus mon téléphone toutes les heures pour voir si mes parents ont besoin de moi pour réparer quelque chose ou si Jason m'envoie un SMS pour me demander de l'argent. J'ai annulé tous les prélèvements automatiques pour la famille, électricité, eau, internet, impôts fonciers, tout. Et pour la première fois en 36 ans, j'ai l'impression d'être non seulement le fils aîné, mais David Afford, un être humain. Mais ne vous méprenez pas, les premiers jours n'ont pas été faciles. Chaque fois que mon téléphone vibrait, mon cœur s'emballait, pensant que c'était ma mère qui appelait pour me gronder ou mon père qui m'envoyait un SMS pour me réprimander. J'ai reçu des dizaines de messages de ma mère, passant de la supplication à la colère, puis de nouveau à la supplication. David, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas abandonner ta famille comme ça. Un message lu, un autre de mon père, bref mais tranchant. Pour qui te prends-tu? Jason prendra soin de moi. On n'a pas besoin de toi. Je les ai lus, puis supprimés. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que j'étais épuisé d'aimer sans être aimé en retour. J'ai commencé à prendre du temps pour moi, ce que je n'avais jamais envisagé auparavant. J'ai réduit mes quarts de nuit, livrant des repas seulement 3 soirs par semaine au lieu de 7. J'ai utilisé l'argent économisé pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Pas des chaussures de luxe, juste des baskets à prix réduit, mais les porteurs me donnaient le sentiment de mériter quelque chose. Je me suis inscrite à un cours en ligne sur la gestion d'entrepôt, espérant une promotion. J'ai commencé à lire plus souvent. Non plus de vieux livres d'occasion achetés dans des friperies, mais des livres neufs, frais et parfumés au papier frais achetés avec mon propre argent. Pour la première fois, j'avais l'impression de vivre, pas je survivais, tout simplement. Mais il y avait encore un vide dans mon cœur. Chaque soir, allongé sur mon canapé, je pensais à mes parents, à la maison d'Akran, à Jason. Je me demandais comment ils allaient, s'ils allaient bien. Je ne les détestais pas vraiment. J'avais juste mal. Mal que les 20 années que j'avais données ne signifiaient rien pour eux. J'essayais de repousser ces pensées, mais elles s'accrochaient à moi comme des ombres dans un cauchemar. Puis un jour, tout a basculé. J'étais à l'entrepôt en train de trier de lourdes caisses lorsque mon téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, le numéro de ma mère. J'ai hésité, mon doigt sur le bouton de réponse, mais j'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un message est apparu. David, j'ai besoin de parler. Urgent. Il y a un gros problème à la maison. Je me suis figé, le cœur battant la chamade. Qu'est-ce qui se passait? Papa était-il malade? Jason avait-il des ennuis? Ou était-ce juste un stratagème pour me replonger dans le passé? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu ma pause déjeuner, assise dans un coin de l'entrepôt. Je relisais le message. Le ton de ma mère n'était plus aussi colérique qu'avant. Il était paniqué, presque désespéré. J'ai pris une grande inspiration et j'ai rappelé. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne décroche. David, sa voix s'est brisée comme si elle avait pleuré. Tu dois rentrer. On a de gros ennuis, Jason. Qu'est-il arrivé à Jason? Les jeux interrompus, la voix plus froide que je ne le voulais. Elle a hésité, puis a dit, il a tout perdu, David. Tout l'argent. La voiture a disparu aussi. On ne peut pas payer les factures. L'électricité a été coupée. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis tu, serrant fermement le téléphone. Dans ma tête, je revoyais le sourire suffisant de Jason,
le Range Rover noir et élégant, le soir de Thanksgiving. Tout perdu, ai-je répété d'une voix neutre. Que s'est-il passé, m'a-t-elle dit, la voix tremblante. Il s'est avéré que le gros contrat de Jason n'était qu'un coup de chance. Après Thanksgiving, il a continué à investir dans les crypto-monnaies, mais cette fois, la chance n'était pas de son côté. Un projet dans lequel il avait investi de l'argent s'est avéré être une arnaque. Des centaines de milliers de dollars ont disparu du jour au lendemain. Pour rembourser ses dettes, il a vendu le Range Rover, mais ce n'était pas suffisant. Il se cachait désormais chez un ami, craignant les créanciers. Quant à mes parents, ils étaient en difficulté financière. Électricité, eau, médicaments, tout était en retard. La banque avait envoyé des avertissements pour impôts fonciers impayés. Ma mère sanglotait au téléphone, la voix étranglée. « David, je suis désolé. Je sais que tu es en colère, mais tu es l'aîné. Tu dois aider la famille. » J'ai écouté, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Une vague de colère m'a submergé, non pas contre Jason, mais contre l'audace de ma mère. Elle s'est excusée, mais dans ses excuses, je n'ai entendu aucune gratitude, seulement des exigences. J'ai pris une inspiration, essayant de garder mon calme. Maman, j'en ai assez fait. Pendant 20 ans, j'ai tout payé. Je n'ai plus rien à donner. David, tu ne peux pas abandonner tes parents comme ça. Elle a failli crier. Tu es le fils aîné. Tu as une responsabilité. Une responsabilité? J'ai laissé échapper un rire amer. Maman, quelle est ma responsabilité? Payer les factures pour que Jason puisse jouer. Rénover la maison pour que papa puisse se moquer de moi devant tout le monde. J'ai tout fait, mais personne ne m'a vu. Personne ne m'a remercié. Maintenant, tu veux que je revienne et que je continue à être l'esclave de la famille? Elle s'est tue. Je l'ai entendu sangloter, mais je ne me suis pas adouci. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que j'en avais assez d'aimer sans réciprocité. Maman, je suis désolé, ai-je dit à voix basse. Mais à partir de maintenant, toi et papa devez vous débrouiller. Jason aussi. Je ne peux pas continuer à me sacrifier. J'ai raccroché, le cœur battant à tout rompre. Je suis restée assise dans le coin froid de l'entrepôt, avec l'impression d'avoir franchi une limite que je n'aurais jamais cru franchir. J'avais refusé ma famille, ce que je n'aurais jamais osé imaginer auparavant. Mais en même temps, j'éprouvais un étrange soulagement, comme si je m'étais libéré d'une cage invisible. Quelques jours plus tard, mon père a appelé. Je savais qu'il finirait par appeler. Ce n'était qu'une question de temps. J'ai répondu, me préparant à la bagarre, mais sa voix n'était pas aussi colérique que je l'espérais. Au contraire, elle portait la condescendance familière à laquelle je m'étais habitué. David, reviens à la maison maintenant. On est en difficulté. Tu ne peux pas tourner le dos à tes parents comme ça. Tu es le fils aîné. C'est ton devoir de prendre soin de la famille. J'ai esquissé un léger sourire, mais il ne l'a pas vu. Papa, quel est mon devoir? Passer ma vie à payer les factures de cette maison pendant que Jason dilapide l'argent. Et reçoit des éloges. Pendant que tu te moques de moi devant la communauté, j'en ai assez fait. Je n'ai plus rien à donner. Tu oses me parler comme ça? Rugit-il, la voix tremblante de rage. Je t'ai élevé, nourri, envoyé à l'école, et maintenant tu tournes le dos à la famille. Jason a peut-être fait des erreurs, mais il est jeune. Tu es son frère aîné. Tu dois l'aider. Plus maintenant, papa. J'ai interrompu la conversation d'une voix froide, mais calme. Personne n'a le devoir de soutenir quelqu'un qui se moque de lui. J'ai fait ma part. Maintenant, Jason et toi, vous allez comprendre. J'ai raccroché avant qu'il puisse en dire plus. Mon téléphone a vibré immédiatement après, mais je n'ai pas répondu. Je l'ai éteint, je l'ai fourré dans ma poche et je suis retourné travailler. Mais dans ma tête, les mots de mon père résonnaient comme un disque rayé. C'est ton devoir de prendre soin de la famille. J'avais entendu cette phrase 1000 fois, mais cette fois, elle n'avait plus le pouvoir de me lier. Les jours suivants, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail et ma nouvelle vie. J'ai commencé à faire du jogging le matin, sentant l'air glacial de Cleveland emplir mes poumons. J'ai acheté un carnet et noté de petits objectifs. J'ai terminé ma formation en gestion d'entrepôt et économisé pour un voyage, peut-être à New York, un endroit que je n'avais jamais visité malgré mes années passées aux États-Unis.
J'ai commencé à discuter davantage avec mes collègues de l'entrepôt, des gens à qui je ne faisais auparavant que des signes de tête, travaillant en silence. Ils ont été surpris de me voir sourire en m'entendant raconter une anecdote amusante concernant un client difficile à la livraison. « David, tu as changé », m'a dit un collègue nommé Mike en me tapant sur l'épaule. J'ai souri, mais je n'ai pas répondu. Je savais que je changeais, mais je savais aussi que ce voyage ne faisait que commencer. Et comme je m'y attendais, ma brève paix a vite été brisée. Un soir, en rentrant d'un service de nuit, épuisé et prêt à m'effondrer sur le canapé, j'ai entendu frapper à ma porte avec urgence. J'ai froncé les sourcils, me demandant qui cela pouvait bien être. Il était presque 22 heures. Les voisins frappaient rarement, et je n'attendais personne. Les coups se sont intensifiés, accompagnés de la voix familière et colérique de mon père. « David, ouvre la porte. Je sais que tu es là. » Mon cœur s'emballa. Je me levai, pris une grande inspiration et essayai de garder mon calme. Je savais que cette confrontation était inévitable, mais je ne m'y attendais pas si tôt. J'ouvris la porte, et là se tenaient mon père, ma mère et un vieux sac en tissu que ma mère serrait fermement. Mon père se tenait droit, appuyé sur sa canne, les yeux injectés de sang comme s'il avait bu. Ma mère se tenait derrière lui, les yeux gonflés, les cheveux en bataille, me regardant d'un air suppliant. « David, » dit ma mère la première, la voix étranglée. « On peut entrer ? J'ai besoin de te parler. » J'acquiesçai, même si je n'en avais pas envie. « Entre, » dis-je d'une voix égale en ouvrant la porte plus grand. Ils entrèrent, et soudain mon petit appartement me parut exigu, étouffant. Mon père ne s'assit pas. Il se tenait au milieu de la pièce, appuyé sur sa canne, me fusillant du regard comme si j'étais son ennemi de toujours. Ma mère était assise sur le canapé, serrant toujours son sac contre elle comme si c'était la seule chose qui la calmait. « David », commença mon père d'une voix basse mais sèche. « Pour qui te prends-tu en tournant le dos à ta famille ? Tu crois pouvoir tout couper, laisser tes parents sans électricité, sans eau, sans médicaments ? Tu es le fils aîné, David. Tu as un devoir. » Je restai immobile, les mains dans les poches, essayant de garder une voix posée. « Papa, je l'ai déjà dit. J'en ai assez fait. Pendant 20 ans, j'ai payé toutes les factures, réparé la maison, acheté des médicaments, empêché cette famille de s'effondrer. Mais personne ne l'a vu. Personne ne m'a remercié. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Il ricana, un rire cruel qui me fit froid dans le dos. « Personne ne t'a remercié. Tu veux que je m'agenouille pour te remercier d'avoir fait ton devoir ? Je t'ai élevé, je t'ai fait faire des études, et maintenant tu es là, à me parler comme un gosse ingrat. » Je serrai les dents, retenant la colère qui montait en moi. « Papa, je ne suis pas ingrate, mais je suis humaine. J'ai ma propre vie. J'en ai assez de vivre juste pour te faire plaisir à toi et à maman alors que tu ne te soucies que de Jason. »« Jason est ton frère ?» cria-t-il en frappant le sol avec sa canne. Le bruit résonna brusquement, faisant sursauter ma mère. « Il a peut-être fait des erreurs, mais il est jeune. Il a de grandes ambitions. Toi, tu trimes pour un salaire, tu mènes une vie monotone, et maintenant tu tournes le dos à ta famille. Tu es une honte. » Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Je les avais entendus 1000 fois, mais cette fois, ils ne m'ont pas fait baisser la tête. Je les regardai dans les yeux, d'une voix calme mais ferme. « Papa, si je suis une honte, alors qu'avez-vous fait, toi et maman, pour me remercier ? M'as-tu déjà remercié d'avoir payé les impôts fonciers pour entretenir la maison ? Maman m'a-t-elle déjà demandé si j'étais fatigué de travailler 2 fois par jour ? Non. Tu ne vois que Jason, sa belle voiture, achetée avec un peu de chance, et tu te moques de moi devant tout le monde. Je n'en peux plus. » Ma mère a fondu en larmes, se couvrant la bouche. Mais mon père ne s'est pas arrêté. Son visage est devenu rouge, ses yeux flamboyants comme si j'avais insulté toute notre lignée. « Tu oses me parler comme ça ? » Il s'est approché et m'a pointé du doigt. « Tu te prends pour un si grand, David ? Tu n'es rien. Sans moi, tu serais mort de faim au Nigeria. » Je restai immobile, le cœur battant, mais je ne cédais pas. J'étais habitué à ces mots, mais cette fois, je ne les laisserai pas me briser. « Papa, si tu me prends pour un si petit, pourquoi es-tu là à me demander de l'aide ? Si Jason est si grand, pourquoi ne prend-il pas soin de toi ? » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, rugit mon père.
Avant que je puisse réagir, il brandit la main et me gifla si fort que ma tête bascula brusquement sur le côté. La gifle résonna comme une explosion dans le petit appartement, me cuisant, me faisant bourdonner les oreilles. Ma joue me brûlait, mais je ne bougeais pas. Je me redressai, le regardant sans ciller. Ma mère hurla, « Oh mon Dieu, ne fais pas ça !» Mais elle resta assise là, sanglotant. J'inspirai profondément, la voix tremblante, mais claire. « Papa, si tu penses que me gifler me fera payer les factures à nouveau, tu te trompes. Je ne suis pas l'esclave de cette famille. J'en ai assez fait. Maintenant, maman et toi devez partir. » Il se figea, comme s'il n'arrivait pas à croire ce que je venais de dire. « Tu oses me mettre dehors ?» rugit-il, serrant sa canne fermement comme s'il voulait me frapper à nouveau. Mais je n'avais pas peur. Pas parce que j'étais fort, mais parce que j'en avais assez d'avoir peur. « Si tu ne pars pas, j'appelle la police. »« Je ne veux pas, mais je le ferai, » dis-je d'une voix froide. Ma mère pleura plus fort, se leva et me saisit le bras. « David, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Il ne nous reste plus rien. Jason, il a tout perdu. Ton père est malade. Je n'ai pas les moyens de me payer les médicaments. Tu es mon fils. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. » Je la regardais, le cœur brisé. J'avais envie de la serrer dans mes bras pour lui dire que tout irait bien. Mais je savais que si je le faisais, je retomberais dans la vieille cage. J'ai doucement retiré sa main, ma voix basse mais résolue. « Maman, je t'aime. J'adore papa, mais je ne peux pas continuer à vivre pour réparer les erreurs de Jason ou pour te plaire. J'en ai fait assez. Veuillez y aller. » Mon père m'a regardé, ses yeux injectés de sang, mais cette fois, il n'a rien dit. Il se tourna, s'appuya sur sa canne et se dirigea vers la porte. Ma mère a suivi, pleurant toujours, mais elle n'a pas regardé en arrière. Alors que la porte se fermait, ses sanglots résonnaient dans le couloir comme une chanson triste qui ne se termine jamais. Je suis resté seul dans mon appartement, mes joues brûlant toujours de la gifle de mon père. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai ressenti une douleur douloureuse profonde comme si une partie de moi avait été déchirée. Je me suis assis sur le canapé, mes mains tremblantes. J'ai pensé à la gifle de mon père, à ses yeux furieux, aux cris de ma mère. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, pourquoi je devais supporter tout cela. Mais ensuite, je me suis souvenu de la nuit de Thanksgiving, les années que j'ai vécues comme une ombre, invisible, sans rapport. Je savais que je ne me trompais pas. Je me protégeais juste, quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me suis allongé sur le canapé en regardant le plafond en écoutant le faible son du trafic ci-dessous. J'ai pensé à mes parents, à la maison d'Akran, Jason. Je me demandais ce qu'ils feraient ensuite, s'ils trouveraient un moyen de traverser leurs difficultés ou de me blâmer. Mais je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je savais que si je retournais, je serais à nouveau piégé dans le cycle de devoir filial aveugle. Le lendemain matin, je me suis réveillé en sentant comme si j'avais survécu à une tempête. J'ai regardé dans le miroir, voyant la légère marque rouge sur ma joue, mais je ne me sentais pas faible. Je me sentais plus fort que jamais. J'ai mis ma veste, j'ai attrapé mon sac et je me suis dirigé vers le travail. Sur le chemin, j'ai allumé la radio, entendant une vieille chanson de Bob Marley. Pas de femme, pas de cris. La voix du chanteur a sonné et j'ai souri. Non, je ne pleurais pas. Je continuerai de vivre pour moi. Les semaines qui ont suivi ont été le début d'une vie dont je n'ai jamais osé rêver. Pour la première fois, je n'ai ressenti la pression de prendre soin de personne d'autre que moi-même. J'ai réduit les quarts de nuit, ne prenant que 3 points de livraison par semaine au lieu de 7, et j'ai utilisé mon temps libre pour faire des choses que j'avais manquées au cours des 20 dernières années. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures de course. Pas les plus chères à prix réduit, mais une bonne paire confortable qui m'a permis de faire du jogging tous les matins sans douleur aux pieds. J'ai commencé à courir dans le parc près de mon appartement, sentant que l'air glacial de Cleveland remplit mes poumons, mon corps vivant, comme si je récupérais des morceaux de moi-même. Je suis également retourné à des livres. Avant, je ne lisais que de vieux livres d'occasion de thrift store. Mais maintenant, j'ai osé entrer dans une grande librairie au centre-ville de Cleveland. L'odeur de l'encre en papier fraîche et l'éclairage doux du magasin m'ont donné l'impression d'entrer dans un autre monde. J'ai acheté un livre sur la gestion du temps,
un roman de Toni Morrison et un guide sur les compétences en gestion des entrepôts. J'ai lu tous les soirs assis sur mon canapé avec une tasse de thé chaud au lieu de la bière bon marché que je buvais. La lecture ne me détendait pas. Cela m'a fait sentir que je grandissais, devenant une meilleure version de moi-même. J'ai poursuivi mon cours de gestion d'entrepôt en ligne. Au lieu de conduire des livraisons sous la pluie, j'ai passé des soirées sur mon ordinateur à prendre des notes et à faire des missions. J'ai appris à organiser un entrepôt plus efficacement, à utiliser un logiciel de gestion des stocks et à diriger une équipe. Je n'ai pas osé rêver de devenir réalisateur ou quoi que ce soit de grand, mais je savais que ces compétences pouvaient m'aider à avancer. Peut-être me donner une chance d'échapper au travail exténuant que j'avais fait au cours de la dernière décennie. Mes collègues de l'entrepôt ont commencé à remarquer le changement en moi. David, tu as l'air plus brillant ces jours-ci, Mike. Un co-ouvrier de mon quart de travail a dit lors d'une pause déjeuner. Vous étiez comme un robot. Travaillez et rentrez chez vous. Maintenant, vous souriez plus, même les blagues. J'ai ri, applaudissant son épaule. Ouais, Mike, j'apprends à vivre. Cela fait un moment que je n'ai pas fait ça. Mais peu importe à quel point je me suis concentré sur moi-même, les pensées de mes parents et de Jason m'attardaient dans mon esprit. Je n'ai pas appelé ni envoyé de SMS, mais je ne pouvais pas m'arrêter de me poser des questions sur eux. Papa a-t-il son médicament? Maman pleurait-elle encore quand elle m'a mentionné? Et Jason, que faisait-il pour sortir de la dette? Je ne les détestais pas, mais je ne pouvais pas y retourner. Non pas parce que j'étais égoïste, mais parce que j'avais appris que si je ne m'aimais pas, personne d'autre ne le ferait pour moi. Un jour, alors que je trie des caisses dans l'entrepôt, une voix douce appelait par derrière. David, pouvez-vous m'aider à vérifier cet envoi? Je me suis retourné pour voir Isabella Johnson, la fille du propriétaire de l'entrepôt, debout avec un presse-papier, un sourire éclatant sur son visage. Isabella n'était pas ce que j'attendais de la fille d'un patron. Elle n'était pas arrogante ou flashy. À 30 ans, avec ses cheveux bruns attachés, portant une simple chemise blanche et un jean, elle a dégagé l'intelligence et la gentillesse dans ses yeux. Elle est souvent venue dans l'entrepôt pour aider son père à vérifier les dossiers ou à organiser des tâches, et je lui ai parlé plusieurs fois, mais seulement brièvement sur le travail. Bien sûr, répondis-je en marchant pour inspecter les caisses. Nous avons travaillé ensemble pendant un certain temps et j'ai réalisé qu'Isabella n'était pas seulement bonne dans son travail, elle était accessible. Elle a posé des questions sur mon travail, comment j'ai organisé l'entrepôt et même complété mon attention aux détails. Tu es très minutieuse, David, dit-elle en me regardant sincèrement. Tout le monde ne fait pas attention aux petites choses comme vous. Je me sentais un peu timide et acquiesça. Merci. J'essaie juste de faire de mon mieux. À partir de ce jour, Isabella et moi avons commencé à parler plus. Elle est venue souvent à l'entrepôt, et chaque fois que nos conversations ont grandi. Elle m'a parlé de ses jours de collège, de son rêve de démarrer une petite entreprise et comment elle aimait les courses du matin dans le parc. J'ai été surpris de constater que nous avions plus en commun que je ne le pensais. Elle aimait lire, écouter le reggae et avait également ressenti la pression pour plaire à sa famille. Mon père veut que je prenne le contrôle de l'entreprise, a-t-elle dit un jour alors que nous déjeunons ensemble à la cafétéria. Mais je veux juste faire ce que j'aime. Avez-vous déjà ressenti ça, David? J'ai hoché la tête mais je n'ai pas beaucoup partagé sur ma famille. J'ai seulement dit, oui, je comprends. Il y a des moments où je me sentais comme je vivais pour les autres, pas moi-même. Isabella m'a regardé, ses yeux disant qu'elle comprenait, même si je n'ai pas raconté toute l'histoire. Ensuite, vous devez trouver un moyen de vivre pour vous-même, David. Vous méritez cela. Un soir, Isabella m'a invité à un café après le travail. J'ai hésité, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'étais pas habitué à des dates. Depuis 20 ans, je n'avais pas eu le temps ni la mentalité pour la romance. Mais la véritable chaleur d'Isabella a rendu impossible de dire non. Nous nous sommes assis dans un petit café au centre-ville de Cleveland, ses lumières jaunes douces et le riche arôme de café nous enveloppant. Elle a parlé de ses voyages, comment elle était tombée amoureuse du jazz à la Nouvelle-Orléans. J'ai partagé mes courses du matin, le livre que je lisais, et pour la première fois, je sentais que je pouvais m'ouvrir sans crainte de jugement. David, j'aime la façon dont tu vis, a dit Isabella, sirotant son café. Vous ne vous montrez pas. Tu n'es pas faux. Tu es juste toi. C'est rare. J'ai souri un peu gêné. Je ne suis rien de spécial, Isabella.
Juste un entrepôt faisant de la livraison sur le côté essayant de s'en sortir. Ce n'est pas vrai, a-t-elle dit en me regardant dans les yeux. Vous travaillez travailleur, gentil et résilient. Je vois comment vous travaillez, comment vous traitez les gens. Vous ne vous contentez pas de vous en parler. Vous construisez quelque chose. Ces mots étaient comme une brise chaude, apaisant les cicatrices dans mon cœur. Pour la première fois, je me suis senti vu, valorisé, non pas pour ce que j'avais fait, mais pour qui j'étais. Nous avons commencé à nous rencontrer plus souvent. Les dates de café se sont transformées en promenades de parc, puis des soirées cinéma dans un petit théâtre près de chez moi. Isabella a apporté de la couleur à ma vie, comme une lumière qui brille dans les coins que j'avais oubliés. J'ai commencé à sourire plus, rêvant plus. J'ai pensé à économiser pour un voyage, peut-être à acheter un petit appartement, un avenir où je n'étais pas seulement le fils premier-né de la famille Okafor. Mais ma famille est restée une ombre qui n'est jamais partie. Un soir, alors qu'Isabella et moi dînions dans un petit restaurant, elle a soudainement demandé, « David, avez-vous déjà pensé à aider votre famille, ne revenant pas à la façon dont les choses étaient, mais en les aidant différemment ?» Je m'arrêtai, ma fourche planant en plein air. « Que voulez-vous dire ?» Elle pencha la tête, ses yeux doux mais sérieux. « Je ne connais pas grand-chose à votre famille, mais je suppose qu'ils ont des difficultés, non ? Je pensais juste que si vous vouliez aider, vous pouvez le faire sans les laisser vous retirer. Comme envoyer de l'argent par quelqu'un d'autre afin qu'il ne sache pas que c'est vous. La chance de vous sacrifier. » Immédiatement. « Smart, dit-elle chaleureusement. Je vais vous aider. Je vais donner l'argent à vos parents. Dites que c'est d'un donateur de communauté. Ils ne sauront pas que c'est toi. J'ai envoyé à Amara un petit montant. Pas grand-chose, juste assez pour couvrir la facture d'électricité et acheter des médicaments de papa. Je lui ai demandé de me mettre à jour sur la situation de mes parents, mais pour ne jamais révéler que c'était moi qui envoyais l'argent. « Je comprends, » a-t-elle dit. « Tu fais la bonne chose, David. Je suis fier de toi. » Une semaine plus tard, Amara a rappelé. Elle a dit que mes parents avaient reçu l'argent et avaient payé la facture d'électricité. Papa était toujours malade, mais avait son médicament. Maman était toujours triste, mais ne pleurait pas autant. Jason, a-t-elle dit, se cachait toujours des créanciers, ramassant votre maman. Und, he said, my voice. He didn't know how he felt, relieved, sad, or both. But he knew he did on the right thing. He helped them without letting them pull me back. A time passed, Isabella and he grew closer. We weren't just friends. We were part of each other's lives. He started dreaming of a future with her. One where he didn't live in the shadow of family duty. He still sent money to my parents through Aunt Mara. But he didn't let it define moi. David Okafor, un homme apprenant à s'aimer, et pour la première fois, j'ai senti que je méritais le bonheur. Un an plus tard, je me tenais devant un miroir, vêtu d'un costume noir soigneusement adapté, mes cheveux soigneusement peignés, mais mon cœur bat la course comme un adolescent nerveux. Aujourd'hui était le jour de mon mariage avec Isabella. Je pouvais à peine croire que je viendrais jusqu'ici. D'un homme qui ne vivait que pour payer des factures à quelqu'un sur le point de commencer un nouveau chapitre de la vie avec la femme que j'aime. La petite pièce du lieu de mariage à la périphérie de Cleveland brillait de lumière douce. La légère parfum de fleurs fraîches en l'air et de la musique douce dérivant de la salle de réception. Je me suis regardé dans le miroir, voyant un David différent, pas le travailleur entrepôt maussade, mais un homme confiant prêt pour l'avenir. Isabella entra, sa robe de mariée blanche simple mais élégante étreignant son cadre, son sourire radieux comme le soleil. « Ça va, David ?» demanda-t-elle, debout derrière moi, plaçant une main sur mon épaule. Je me tournai, lui pris la main et sentais de la chaleur se répandre à travers moi. « Mieux que jamais, je dis, ma voix épaisse d'émotion. Merci d'être ici avec moi. » Elle rit, se penchant pour embrasser légèrement ma joue. « Ne me fais pas pleurer avant la cérémonie, monsieur Okafor. Nous avions prévu ce mariage pendant 3 mois. Ce n'était pas extravagant. Isabella et moi préférons la simplicité. Nous avons invité environ 50 invités. Principalement des amis, des collègues et la famille d'Isabella. Son père, monsieur Johnson, qui était devenu un mentor respecté pour moi, a promis de me promener dans l'allée. Sa mère, une femme douce mais forte, nous a aidés à choisir des fleurs dans le menu. Ils m'ont traité comme un fils,
quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma propre famille. Mais ma famille, ils sont restés un vide dans mon cœur. Il y a un mois, j'ai envoyé une invitation de mariage à la maison à Accran. J'ai écrit une courte note à l'intérieur. J'espère que maman, papa et Jason pourront venir. C'est le jour le plus important de ma vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se présente. Après la confrontation dans mon appartement, après la gifle de mon père et la mère est en larmes s'il vous plaît il y a un an, je pensais qu'ils m'ont toujours considéré comme ingrat. J'ai envoyé l'invitation à ne pas mendier pardon, mais à fermer un chapitre douloureux. Je voulais qu'ils sachent que j'allais bien, que j'avais trouvé le bonheur même sans eux. Antimara était le seul à répondre. Elle a appelé, sa voix aussi chaleureuse que jamais. David, je serai là avec ma famille. Vous méritez ce jour. Je suis tellement fier de toi. Je l'ai remercié, mais je n'ai pas posé de questions sur mes parents ou Jason. Je ne voulais pas espérer être déçu. Je voulais juste me concentrer sur Isabella, notre mariage et l'avenir à venir. Le jour du mariage a commencé par des moments doux. Je me tenais à l'entrée de la salle de réception en saluant les invités. Mike et quelques collègues d'entrepôt sont venus, me giflant l'épaule et taquinent que je suis passé d'un entrepôt à un marié élégant. Monsieur Johnson m'a serré dans ses bras, disant qu'il m'a vu comme un fils. J'ai souri, mais à l'intérieur, j'étais tellement ému que j'ai presque pleuré. Ces gens, bien que non liés par le sang, m'ont donné un sentiment d'appartenance, quelque chose que j'avais cherché toute ma vie. Lorsque la cérémonie a commencé, je me tenais au petit autel orné de fleurs blanches, mon cœur battant. La musique a commencé et Isabella est entrée, bras à bras avec son père. Elle était si belle, j'ai oublié de respirer. Chaque œil était sur elle, mais elle me regardait seulement, son doux sourire, disant que toutes les difficultés que nous avions rencontrées en valaient la peine. Nous avons échangé des vœux, promettant de se tenir les uns des autres, quelle que soit la vie. Alors que je glissais l'anneau sur son doigt, j'ai ressenti une complétude que je n'ai jamais connue. Je t'aime, murmurai-je, et elle répondit, je t'aime aussi. Après la cérémonie, la réception était chaleureuse et intime. Les invités ont soulevé des lunettes, ri et dansé à une musique joyeuse. Isabella et moi avons coupé le gâteau et partagé notre première danse sous des lumières douces et brillantes. Je l'ai tenue, sentant son rythme cardiaque couler avec le mien. Et à ce moment-là, je pensais que ma vie était parfaite. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Je parlais à Monsieur Johnson quand j'ai vu tante Mara entrer dans la salle de réception, suivie de son mari et de ses 2 filles. J'ai souri, marchant pour la serrer dans ses bras. Vous l'avez fait. Je suis tellement content, dis-je, mon cœur gonflant de gratitude, mais en regardant par-dessus son épaule, je me figeais. Derrière elle, mes parents et Jason. Hocha la tête, je ne suis pas sûr que je l'étais. En même temps, je me souvenais de la gifle de mon père, des sanglots de suppression de ma mère, et je me suis gardé à une distance sûre. Mon père resta immobile, ses yeux ne sont plus remplis de la colère que j'avais vue la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Il s'éclaircit la gorge, sa voix basse. David, je veux te parler juste un instant. J'ai hoché la tête, conduisant mes parents et Jason dans un coin calme de la salle. Isabella est restée en arrière mais a donné une douce pression à ma main comme pour dire qu'elle serait là si j'avais besoin d'elle. Antimara a suivi ses yeux comme pour me protéger de toute blessure. Quand c'était juste nous, mon père a parlé. David, dit-il, sa voix un peu tremblante. J'avais tort. Je t'ai traité injustement. Je n'ai pas vu de ne pas voir ce que vous avez fait pour la famille. Je pensais que c'était votre devoir, mais je ne considérais pas à quel point vous avez sacrifié. Je l'ai regardé, je ne sais pas comment répondre. C'était la première fois que je l'avais entendu admettre qu'il avait tort. La première fois qu'il m'a parlé sans condescendance. Je voulais dire quelque chose à mes parents, mais ma gorge se resserra. J'ai jeté un coup d'œil à Jason, qui était resté silencieux tout le temps. Il avait l'air différent, pas le frère impulsif et vantard. Il semblait fatigué, comme si les derniers mois lui avaient appris une dure leçon. Je lui ai hoché la tête, ne disant rien de plus. Tante Mara parla, sa voix douce. David, tes parents ne sont pas des imbéciles. Ils savent d'où l'argent que je leur ai donné vient. Elle m'a regardé de manière significative. Ils savent que vous ne les avez jamais abandonnés même après vous avoir blessé. J'ai été stupéfait en regardant mes parents. Ma mère hocha la tête, des larmes coulant sur son visage.
David, vous nous avez toujours aidés même lorsque nous ne le mérions pas. Tu es le meilleur fils que nous puissions avoir. Mon père s'éclaircit la gorge, ses yeux se ramollissant. David, je ne m'attends pas à ce que vous me parliez tout de suite, mais je veux que vous sachiez que je suis fier de vous. Non pas parce que vous avez payé les factures, mais parce que vous êtes un homme gentil et fort. Des émotions m'ont monté comme une vague. Je ne savais pas quoi dire, ne hocha que la tête, mes yeux piquants. Isabella s'avança, prenant ma main et je lui étirai la force. Merci, maman, papa, dis-je, ma voix. Merci, Jason. Merci, tante. Aujourd'hui est ma bonne journée. Je suis content que vous soyez ici. Nous sommes retournés à la réception et l'atmosphère était plus chaude que jamais. Mes parents étaient assis avec tante Mara bavardant avec les invités. Jason s'est tenu dans un coin, mais je l'ai vu sourire en me regardant et Isabella danse. Je lui ai tenté la maîtrise de la famille. Avec un devoir, mais qui m'a apprécié pour qui je suis. Personne n'a le droit de vous exiger de sacrifier votre vie pour leur approbation, et personne, mais vous pouvez définir votre valeur. Si je pouvais vous offrir un conseil, ce serait celle-ci. Aimez-vous avant que vous aimiez les autres. Écoutez votre cœur et n'ayez pas peur de fixer des limites. La famille est importante, mais vous n'avez pas à sacrifier votre vie pour leur plaire. Vivez pour que lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez quelqu'un dont vous êtes fier. Pas pour ce que vous avez fait pour les autres, mais pour vivre fidèle à vous-même. Je ne suis pas riche, pas célèbre et ma vie n'est pas glamour. Mais j'ai Isabella, une famille qui a appris à m'apprécier. Et surtout, j'ai moi-même. J'ai finalement échappé à la cage de gratitude aveugle et j'ai trouvé ma lumière. Et je souhaite que vous trouviez aussi votre chemin brillant dans cette vie épineuse.